Je vais vous parler des générations, de toutes les générations, et en même temps, je ne vais pas vous parler de génération, d'aucune génération. Je vais juste vous parler de ce qui est en train de se passer en ce moment, du grand mouvement qui fait que finalement, on n'a pas besoin de s'adapter ou de manager ou de recruter un âge spécifique. Par contre, il faut bien comprendre, que je vais changer de micro, que nous sommes tous en 2017. Et que donc là, je vais vous proposer une intervention qui ne fera pas que vous serez Generation Y ou Z compatible, mais vous serez juste 2017 compatible par rapport à des éléments. Voilà, toujours dans l'idée de vous apporter des éléments de réflexion pour demain. Alors rapidement, je vous présente qui je suis, pourquoi je suis là, ma vie, mon œuvre. C'est les 3 premiers slides, c'est un peu la partie préférée de ma conférence. Bon. Donc moi, tout a commencé en Australie. J'ai été dirigeant d'une entreprise qui faisait du recrutement à l'international. Je suis arrivé à un moment en Australie où on était à 4% de chômage, donc c'était ce qu'on appelait à l'époque la guerre des talents. Et on avait besoin de recruter beaucoup d'ingénieurs à travers le monde. Et donc moi, mon job, c'était de les faire venir en Australie. Donc des ingénieurs parce qu'on passait en 3G à ce moment-là, parce qu'il y avait pas mal également d'investissements de l'État dans tout ce qui était rails, routes, infrastructures. Et en fait, je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise de 300 salariés. En fait, ma façon de travailler, j'ai essayé un petit peu d'être, je reprends le mot à la mode et que vous avez été tout à l'heure, d'être en rupture en fait. Et contrairement à une boîte de recrutement classique qui vient avec son crayon derrière l'oreille, qui va voir un client et qui va lui demander « je vous en mets pour combien ?» Nous, on était un petit peu différents dans le genre où on allait voir les entreprises et on leur demandait quelles sont vos valeurs, quelle est votre aventure humaine, qu'est-ce que vous attendez chez un collaborateur idéal. Vous voyez, on ne posait pas les questions de quoi vous avez besoin en termes de talent et de compétences. Et lorsque l'on rencontrait les candidats, on faisait la même chose. On leur demandait quel est votre projet, votre job idéal, quelles sont vos valeurs, votre personnalité, etc. Et en fait, on matchait des valeurs et des valeurs, pas des CV avec des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a été les premiers à faire ça. Par rapport à cette expérience, il y a plusieurs bouquins qui ont été publiés par la suite par des chercheurs qui ont inventé eux-mêmes le terme qui s'appelait le recrutement par les valeurs. Là-dessus, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise moyenne d'âge 23 ans. Moi, à l'époque, j'étais déjà un vieux barbon, j'avais 29 ans, et je voyais bien qu'il y avait quand même des différences. Des différences, là pour le coup, entre ce qu'on m'avait dit dans mon école de commerce par rapport au management et ce que j'avais en vrai dans la vraie vie. Donc on m'avait dit management, il faut diriger par l'exemple, il faut donner du feedback, il faut être dur mais juste, il faut faire des référentiels de compétences régulièrement, voilà, il y a plein de il faut. Et en fait, moi, ce que j'avais dans mon équipe, en vrai, j'avais Kim. Kim est d'origine coréenne, elle devait 10 000 $ au casino de son village. J'avais Gary. Alors Gary était d'origine chinoise et Gary, il se posait des questions sur son orientation sexuelle. J'avais Anne, ma petite stagiaire de 21 ans qui voulait se refaire les seins. Donc ces gens-là, je ne bossais pas avec eux. Mais j'étais pourtant au courant de ce qui se passait dans leur vie perso. J'étais au courant de leurs problèmes, de leurs attentes, etc. J'étais impliqué dans la partie vraiment émotion et personnelle de ces collaborateurs. Donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai tout compris. Les jeunes de maintenant, ils sont super dans l'émotion. Il faut arrêter de dire que finalement l'émotion, ce n'est pas une façon de manager, mais se dire que finalement, manager par l'émotion, c'est un moyen comme un autre, à condition de ne pas être dans la manipulation et être soi-même dans l'authenticité, etc., etc. Et donc j'avais compris qu'effectivement, il y avait une génération qui était différente de la mienne. Et donc je suis rentré dans l'idée, ok, il y a des classifications, il y a des cases, et voilà, tout va bien, ça va être super simple. Et finalement, je suis rentré en France après avoir vendu cette affaire, et pour faire autre chose, dans la compétition automobile, cette fois-ci, j'ai repris une petite activité de 25 personnes. On faisait de la maintenance, de la préparation de véhicules automobiles, donc nos clients allaient sur le Dakar, les Gazelles et compagnie, et qui s'est fini en fait par la construction d'un véhicule qui s'appelle le Rénovation. Et là, d'un seul coup, donc, je me suis retrouvé, contrairement en Australie où j'étais avec des ingénieurs, j'étais avec des gens qui avaient beaucoup voyagé, j'avais une vingtaine de nationalités, voilà, des gens qui étaient en Australie à ce moment-là, mais qui avaient tous un autre projet de partir, de rentrer au pays, de faire plein d'autres choses. Là, pour le coup, je me suis retrouvé avec des mécanos, avec des CAP en mécanique, avec des BEP, voilà, avec des gens qui finalement, là il s'est passé deux trucs. Le premier, c'est que finalement, la proximité qui était attendue
avec le manager était la même que ce que j'avais pu voir avec mon chinois ou ma coréenne en Australie. Et puis, il m'est arrivé un truc avec un certain Cyril. Alors, si jamais on a le temps de discuter, moi c'est plus Régis c'est un con, hein, pour ceux qui ont plus de 40 ans. Moi j'ai plein d'histoires de Cyril à vous raconter. Et donc un jour, Cyril, j'étais avec un client. Alors il faut savoir que Technored, un client, ça vaut 350 000 €, un client, parce que voilà, c'est le prix qu'il faut pour un Dakar. Et j'ai mon Cyril qui arrive de déjeuner et qui traverse l'atelier, comme ça. Voilà. Et pas vers son poste de travail, hein, même pas. Non, pour discuter avec un collègue. Et donc moi j'étais avec mon client, et là mon client il me donne un petit coup de coude. Tiens, la compétition, je vois que vous êtes à fond là. D'accord. Bon, et autre chose que je vous ai pas dit, c'est que Cyril il avait 45 ans. Cyril, c'était pas un petit jeune, les mains dans les poches, voilà, il avait 45 ans. Donc là j'ai un petit peu fait machine arrière sur le fait que j'avais tout compris et qu'il y avait des générations différentes, avec des façons de manager et de se comporter qui étaient différentes, pour me poser d'autres questions autour de mais qu'est-ce qui se passe en fait en vrai? Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Qu'est-ce qui se passe par rapport à l'engagement? Est-ce que moi en tant que manager je peux faire quelque chose par rapport à l'engagement? Est-ce que la motivation ça existe encore? Est-ce que j'ai bien recruté ou est-ce qu'en fait j'ai fait une bêtise? Est-ce que je suis peut-être trop dans l'émotion ou pas assez finalement? Bref, je ne savais plus. Et donc c'est un petit peu le résultat de toutes ces réflexions qui m'amènent aujourd'hui à surtout pas parler génération. Mon métier, c'est pas de génération. Hein. Là, je vous fais comme si vous invitiez un directeur commercial qui va vous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à fidéliser ses collaborateurs depuis 5 ans. Hein, moi, mon métier, dans ce cas-là, ce serait la vente. Là, mon métier, c'est faire de l'innovation. Mon métier, c'est discuter avec des dirigeants d'entreprise pour parler de distribution, innovation, de groupe de travail, etc. Ça, c'est mon job. Mais je reviens sur le sujet. Et pour essayer d'être le moins descendant possible, parce que là, pour le coup, c'est pas très 2017, le genre de salle comme ça, avec on écoute, on prend des notes, et puis il y a un mec qui pense, qui sûrement a raison, parce que c'est lui qui parle. On va éviter ça. Et donc, je vais vous demander quelles sont les questions, les interrogations que vous pouvez avoir dans vos pratiques quotidiennes, dans la relation que vous avez avec vos collaborateurs, les plus jeunes et les plus anciens, là pour le coup, peu importe leur âge. Et donc, quelles sont les questions que vous pouvez avoir. Si vous avez des questions. Si vous n'avez pas des questions, je pense que celui qui va s'emmerder le plus, c'est moi. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose autour de comment les attirer. Comment attirer les talents. Voilà, déjà, c'est une question. Comment attirer les talents. Voilà. Comment les garder? Comment les garder? Bah oui, pas maintenant qu'ils sont là. Vu comment l'investissement, le temps pour les trouver, les investissements qu'on a mis sur eux. Donc, comment attirer, comment... Vous m'avez dit, le mot exact, c'est garder. C'est intéressant parce que certains disent comment on fait pour les garder, d'autres comment les conserver, d'autres comment les fidéliser, d'autres comment les engager. Oui, il y a une différence de langage qui peut être important sur la façon dont vous gérez les RH, en fait, ce qui est assez parlant pour quelqu'un de l'extérieur. Donc, comment les garder? Comment les exciter? Comment les exciter? D'accord? Donc, comment les faire se lever le matin en étant trop contents, et que le vendredi soir, ils se disent « Oh là, je pars en week-end, quelle galère, vivement lundi ». C'est ça l'idée. Oui. D'accord. Avant même de les acheter, comment les contacter? Comment rentrer en contact avec eux? Comment développer une confiance durable avec eux? Créer confiance. Et pas n'importe quelle confiance, une confiance durable. Très bien. On peut tromper 1000 fois une personne et pas 1000 fois une... Non, je ne sais plus. Ok, ensuite. Oui, monsieur. Comment faut faire pour qu'il reste des talents? Continue à être un talent. D'accord. Facile. C'est facile. Ils ont qu'à pas avoir plus de 45 ans. J'aime pas trop le terme de talent, hein, vous allez voir. Oui? Comment communiquer? Comment communiquer? Allez, une dernière, qui reste de la place avant d'attaquer la moquette, oui? Comment recruter des filles? Comment? Recruter des filles. Très bien, oui? Comment savoir que c'est un talent? Comment les détecter? Comment détecter un talent? Un talent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de talent? Alors techniquement, une talent, ça vaut 0,38 onces d'or. Donc avec ça, voilà.
Oui. Comment remotiver un Cyril? Comment remotiver un Cyril. Un Cyril. Ah ouais, très bien. Très bien. Ok, super. Impossible, nul n'est tenu. On est bon? Eh ben on y va. Allez, c'est parti. Musique. Je vais juste dégager rapidement le terme de génération parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre ce que c'est qu'une génération. Il y a au moins 4 façons de comprendre ce que c'est qu'une génération. Il y a la première, la plus débile, la plus simpliste, la plus ridicule, qui est on vous demande votre âge. Parce qu'on considère qu'une génération est un groupe de personnes qui a été élevé dans le même environnement. Donc c'est-à-dire que je vais avoir voilà, des gens qui ont connu Internet, des gens qui ont connu la chute du mur de Berlin, des gens qui ont connu Colargol à la télé. Oui, il y en a. Voilà, très bien. Voilà, Saturnin, certains qui ont connu la petite boîte qui faisait bip pour se connecter à côté de l'ordinateur pour un forfait d'1 heure à Internet par mois. Alors rassurez-vous, ceux qui ont 20 ans aussi ont connu. Voilà, donc ça c'est l'approche la plus débile qu'on peut trouver. Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre 77 au 1er janvier 78, où on est passé en gros des baby losers. Moi je les appelle les pauvres chéris, ceux qui ont 40 et plus. Ça a été dur, c'était la crise, c'était compliqué de trouver un boulot si on n'était pas dans l'informatique. Ah ben non, ça va. Alors que les Y, incroyable, on fait des conférences autour d'eux, on écrit des bouquins. Regardez sur Amazon le nombre de bouquins. Comparez le nombre de bouquins qui a été écrit sur vous, ceux qui ont plus de 35 ans, et sur eux, ceux qui ont moins de 35 ans. Génération X, il y a 3 bouquins. Ça va, c'est facile, il y en a 3. En français, juste en français. En anglais, on pourrait dire qu'il y en a 5. Vous regardez Génération Y en français, on est à 50. En anglais, on doit être à peu près à, je sais pas, 700, 750 dans ces eaux-là. Je compte les 10 bouquins, ouais, je me lâche. Voilà, donc c'est un sujet. Jamais, je pense qu'il y a 5-10 ans, jamais on vous a appelé à une conférence au secours, j'embauche un Génération X, qui sont ces gens, comment travailler avec eux. Alors par contre, Génération Y, c'est le truc qui marche bien en ce moment. Ok. Donc on a les boomers, super, ceux qui ont inventé le monde d'aujourd'hui, on a les X, les pauvres chéris, on a les Y qui vont nous sauver, et on a les Z, Génération Zen. Alors ils commencent à arriver dans l'entreprise, si on regarde ces dates-là, et ils sont plutôt, un peu comme Cyril, ils sont plutôt à la cool. Ça, ce sont des gros clichés, on est d'accord, et j'aime pas du tout. Il y a une autre façon de comprendre ce que c'est qu'une génération, c'est en regardant l'environnement économique dans lequel leurs parents ont grandi, leurs parents ont travaillé, ont évolué. Donc c'est les travaux de ces 2 sociologues américains qui ont été les premiers d'ailleurs à parler de génération X, de baby boomers. C'est eux qui ont posé le terme de baby boomer, comme la génération 0, comme la génération avec laquelle tout a commencé, puisqu'ils sont eux-mêmes baby boomers. Pour eux, en fait, c'était beaucoup plus lié à l'économie. C'est-à-dire que si vous avez été élevé par des parents qui étaient un peu au chômage, c'était un peu compliqué pour eux, ils passaient de job en job, ben forcément, ils ont mis une grosse pression à leurs enfants. Et maintenant, leurs enfants ne rêvent que de travailler pour la Poste. Alors que si les parents travaillaient plutôt dans un environnement où c'était facile de changer d'emploi, c'était perçu comme assez simple, et bien là on avait des parents qui disaient à leurs enfants « fais ce que tu veux, tu peux même être gay et passer à The Voice, nous on t'aime, on est avec toi, on est à fond, on croit en toi ». Vous voyez, et donc là on aurait déjà des différences de comportement qui seraient plus liées à l'âge, mais liées à l'environnement économique. Ensuite, il y a une troisième façon, évidemment, de comprendre ce que c'est qu'une génération, qui est l'approche culturelle. Alors celle-là, les consultants, ils l'adorent. Celle-là, elle est absolument géniale, parce que je vous présente à gauche Michel, forcément, le baby boomer, celui qui a inventé le rock'n'roll, etc., qui fumait du chichon quand il avait 20 ans. Ensuite, on a Nathalie, que j'aurais pu appeler Stéphanie. Si ça avait été un garçon, ce serait plutôt Christophe ou Laurent, voire même Thierry, vous voyez. Non, pas Philippe. Philippe, c'est plutôt baby boomer. C'est que j'en ai vu quelques-uns, désolé. Désolé. Ensuite, à droite, espèce de bouffon qui est toujours au téléphone, évidemment, c'est Julien, vous l'avez bien reconnu. Julien, le Y. Et enfin, on a Zoé. Enfin, moi, ce qui me concerne, c'est Léa, là, ma stagiaire qui me suit. Des noms très courts, plus c'est court, mieux c'est. Qui, elle, génération, votre organisation, c'est bien sympa, mais bon, est-ce que en selfie, ça peut être pas mal devant ou pas? Parce que de toute façon, il n'y a que moi qui m'intéresse. Donc je continue un peu dans les clichés. Les consultants adorent ça parce qu'en fait, c'est hyper vendeur, c'est tout en couleur. Parce que là, pour le coup, on peut vous présenter à chaque fois les différences culturelles qu'il y a entre les uns et les autres.
en reprenant les 3 éléments culturels de Hofstede, qui sont les rituels, les héros et bien sûr les symboles. Donc les rituels, pour les plus anciens, vous avez connu le jour où il fallait se lever dans le métro quand une femme rentrait. Là, je parle des plus anciens. Hein. Et la femme n'était même pas enceinte, elle était juste une femme. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Je l'ai fait il y a 15 jours dans le métro. Sérieusement, j'ai une dame qui pour moi paraissait âgée. Je l'ai insultée. La dame, elle a fait un pas de recul comme ça, elle m'a regardé comme ça. What the fuck je l'avais insultée, la dame, donc maintenant je ne me lève plus, tant pis. Les héros, évidemment, est-ce que vous êtes plutôt Goldorak, Harry Potter ou donc l'Argol? Et enfin, les symboles. Est-ce que vous savez, voilà, ces symboles sont tout technologiques. Les symboles, ça peut être les vêtements que vous portez, ça peut être la coupe de cheveux, pour ceux qui ont encore des cheveux, et etc. Voilà, vous connaissez le rapport entre un critérium HB, ou 2B, ça marche aussi, et une cassette? Voilà. Voilà, exactement. Ouais, mais ceux de 20 ans aussi connaissent le truc, donc je pensais que c'était assez segmentant, mais en fait, non, pas du tout. Mais mon truc, quand même, c'est que la prochaine fois qu'on vous pose la question, dites non, je sais pas. Ça vous donne 20 ans de moins, c'est toujours cette prix. Et en dernier, on a une espèce de nouvelle approche qui a surtout été décriée par des vieux barbons de 60 et plus, qui ont écrit pas mal de bouquins, surtout en anglais, sur le sujet. Alors je vous cite de iBrain, par exemple, ou The Shallow, écrit par un Nicolas Carr, je crois, qui disent, attention, aujourd'hui, on a une nouvelle génération, cette fois-ci, c'est physiologique. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'enfant roi. L'enfant roi, c'est tellement années 80, c'est dépassé. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'enfant Dieu. Un enfant Dieu, peut-être qui sera millénaire, vu l'argent que sont en train de mettre dans la recherche génétique tous les milliardaires américains qui commencent à se voir vieillir. Ça pourrait peut-être arriver, ou en tout cas prolonger l'affaire. Et en plus, donc, je vous disais, des chercheurs de plus de 60 ans, donc, genre Gary Smalls, l'auteur de iBrain, qui dit attention, parce qu'aujourd'hui les jeunes qui apprennent sur informatique, ils ont des gros problèmes de mémoire de court terme. C'est-à-dire que même avant qu'ils aillent sur Facebook, leur cerveau switch sur la partie court terme, et ce qui fait qu'une fois qu'ils ont terminé leur session Facebook, finalement, ils ont perdu du temps, mais ils n'ont rien appris. Il ne s'est rien passé. Il n'y a rien qui est imprégné. Tout est passé de là au limbe. Donc, attention les jeunes. Alors, effectivement, personnellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis aussi atteint de problèmes de Google, j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. C'est toujours facile de dire que c'est la faute de Google, c'est plus simple. Maintenant, attention, parce que toutes les études qui ont été faites sur le sujet impliquent au maximum 200 personnes. Donc c'est quand même un peu limite pour le côté scientifique. Voilà. Donc ça, c'était les quatre approches possibles. En 2 slides, j'expose l'approche définitivement de l'approche des générations. C'est que, évidemment, c'est surtout un gros sac de nœuds facile pour les stéréotypes. Ouais, t'as 40 ans, tu connais rien à Twitter. Ouais, dommage, ce sont les gens les plus actifs sur Twitter. Même sur Twitter, on est d'accord, c'est has-been, mais quand même. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait se servir d'un logiciel si on n'a pas appris. En bref, il y a plein de stéréotypes assez faciles à faire, et ce sont des stéréotypes qui datent depuis très très longtemps. Il y a déjà eu on sait qu'il y a des hiéroglyphes sur les pyramides qui disent attention au secours, il y a un jeune sur le chantier, c'est n'importe quoi. On avait ensuite Socrate en 345, il faisait beau, qui disait les jeunes sont malfaisants, ils ne se lèvent pas dans une pièce quand un vieillard rentre. Donc vieillard comprendre quelqu'un de 30 ans. Et là je vous prends 1627, vous voyez l'écart entre avant. On est en haut. Avant, voilà, les hommes, c'est des hommes qui guerroyaient, qui faisaient des sports d'hommes, donc des joutes, et puis qui lisaient des livres. Alors que maintenant, ils se mettent des froufrous, ils boivent, ils jouent, ils fument, enfin c'est n'importe quoi. Les jeunes de maintenant en 1627. Ça, c'est ce qu'on appelle de la jouvanoia. La jouvanoia, c'est quand on considère que notre génération à nous, c'est une génération qui n'a pas eu de bol. C'est une génération, ça a été difficile quand même, parce qu'il y a eu la crise, parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu plein de choses. Alors que la génération d'avant, ils ont eu tout cuit. Et la génération d'après, ce ne sont que des branleurs. Voilà. Si vous pensez ça, voilà, je pousse le trait volontairement, c'est de la jouvanoia. Ça se soigne très bien, rassurez-vous. Je pense aujourd'hui que plutôt que de parler de différences générationnelles, donc là on va changer carrément pour le coup de plan, je pense qu'il faut déjà bien comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en 2017 n'a plus rien à voir avec le monde dans lequel on vivait, je ne sais pas, en 2010 ou voire même en 2015. Aujourd'hui on est dans un monde, alors pour ceux qui... de nouveau, ont plus de 40 ans que moi, il y avait quelque chose qu'on disait quand on était au collège, même en primaire, à nos amis. Et là, nos amis, nos camarades, une fois qu'on leur disait ça, ils pouvaient ne dire qu'une seule chose. Ils pouvaient répéter que c'est toi qui y es, c'est toi qui dis, c'est celui qui dit qui y est, voilà. Et en fait, le truc, pour être sûr d'avoir toujours raison, c'était de dire « et ta grand-mère ».
Vous voyez? Elle fait du vélo. Voilà. Imaginez un gamin au CP en CE1 qui dit ça en 2017. C'est juste pas possible. Parce que la grand-mère, oui, elle prend son vélo pour quitter son boulot et aller à son cours de Zumba. C'est plus du tout le même monde. C'est plus du tout la même chose. Regardez à gauche, première opération transsexuelle en Argentine d'une petite fille de 6 ans. En bas à gauche, une publicité qui date de 2016 d'une femme dans une publicité pour des préservatifs en Inde. En Inde, aujourd'hui, même avoir des colocs de différents sexes, c'est compliqué. On est obligé de mentir à ses parents. Et de différentes castes, j'en parle même pas. Donc c'est vraiment l'idée de... C'est pas une question de jeunes et de moins jeunes, c'est une question de monde dans lequel on vit et dans lequel finalement, malgré tout, il y a quand même des vieux qui essayent de s'agripper sur des choses qu'ils connaissent, mais ça tombe à côté. Par exemple, prenons le Crédoc, qui fait des recherches sur la consommation en France. Alors le Crédoc, j'aime bien, c'est qu'ils arrivent toujours un peu une guerre en retard, parce qu'en fait, ils ont découvert la case Early Adopter en 2015. Il était temps. Maintenant, ils ont essayé quand même d'essayer de parler de tendance de consommation des 18-35. Donc là déjà 18-35, ça fait 17 ans, là déjà normalement il y a une sirène d'alarme qui s'allume en disant mais c'est n'importe quoi cette période-là. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que finalement ça ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas déterminer les pratiques de consommation de quelqu'un par rapport à son âge, parce qu'il y avait toujours un autre critère. Early adopter, on voit que 12% au lieu de 15%, non 15% au lieu de 12%, donc c'est pas vraiment énorme, mais surtout c'est 87% d'hommes. On regarde les engagés, ce sont plutôt des ménages avec enfants. Les économes sont plutôt des gens qui habitent à la campagne et plutôt CSP-. Les aisés, c'est plutôt la ville, CSP+, etc., etc. À chaque fois, il y a un autre critère en fait que l'âge. Donc ça ne fonctionne pas. Bon. Enfin, avant d'enchaîner, une autre étude, cette fois-ci américaine, auprès de 28 000 personnes, auxquelles on a posé la question, est-ce que les produits, les marques que vous achetez correspondent à votre avis, à votre âge? Donc en gros, est-ce que d'un seul coup, parce que vous avez 60 ans, vous mettez à écouter Mozart? Un peu l'idée de la question. Et en fait, 63% des répondants ont dit mais non, on fiche de l'âge que j'ai, j'achète ces marques parce qu'elles sont en phase avec mes valeurs. Les valeurs de la marque que je perçois me correspondent bien. C'est pour ça que je suis Adidas et pas Nike, c'est pour ça que je suis Coca et pas Pepsi, c'est pour ça, etc., etc. Et donc cette notion de valeur, je propose de la prendre. Alors vous avez vu dans le petit livret que vous avez, à l'intérieur en haut à gauche, il y a un petit rectangle avec différentes générations. Voilà, ça je ne vais pas vous demander de le faire, c'est juste l'idée, c'est un petit exercice qui peut être pas mal si jamais vous avez l'occasion de travailler ensemble sur ce thème-là, pour refaire ressortir tous les clichés qu'un groupe peut avoir sur les différentes générations. Ça permet juste de bien montrer que c'est du tout et n'importe quoi et que quelqu'un va reprocher à une génération d'être laxiste. Par exemple, on peut reprocher à la génération X d'être laxiste alors que quelqu'un d'autre va le reprocher plutôt à la génération Z. Et que donc ça ne fonctionne pas. C'est juste, ça permet d'éliminer, donc si vous voulez faire ça avec votre équipe, d'éliminer les clichés rapidement. À mon avis, il y a un vrai sujet qui touche tout le monde par rapport à vos pratiques de management, d'attractivité, de communication, de confiance, etc. À mon avis, tout peut être amené à une question de valeur. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, en entreprise, il y a 6 systèmes de valeurs. Pour l'instant, il n'y en a pas 7, il y en a 6. Ces 6 systèmes de valeurs, vous les connaissez la plupart, vous les connaissez, simplement je vais vous aider à bien les formaliser. Le premier, le plus connu, c'est évidemment la tradition. Ce sont souvent des entreprises fondées par une famille, par quelqu'un qui est toujours, soit parmi les actionnaires, soit qui est toujours, lui ou un de ses descendants, est à la tête de l'entreprise. Le management traditionnel, vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle le management paternaliste, dans lequel on a un management plutôt bienveillant et un management de proximité. Donc c'est-à-dire que le lundi matin, avant d'aller au boulot, avant d'aller commencer à travailler, on va faire le tour du service et dire bonjour à tout le monde, et ça va passer un bon week-end, et ta femme ça va, elle est guérie, et tes enfants ça va. La proximité. Tout va bien, meilleur des mondes, parce qu'on est une famille. Jusqu'au jour où quelqu'un de la bande s'en aille. Et là d'un seul coup c'est un traître, on ne peut pas entendre parler de lui, c'est comme s'il n'avait jamais existé, on va brûler sa photo, il n'a jamais fait partie de l'équipe. Le second système de valeurs a été amené, lui, par des gens étranges qui sont arrivés à partir des années, on va dire 1860, 70, 80, quand nos fondateurs ont été un petit peu submergés par l'arrivée de la consommation de masse et ont eu besoin de gens avec des méthodes
un minimum scientifique pour organiser la production, et en même temps pour gérer les salariés les employés qui commençaient à être un peu nombreux. Et donc on a commencé à faire appel à des gens qu'on appelle des diplômés. Et ces diplômés, on leur a demandé, venez travailler pour nous, vous aurez l'oreille de la direction, donc on va vous prendre au sérieux, pas comme des salariés, et en même temps vous allez nous aider à gérer le peuple, hein, vous savez, ceux qui savent à peine lire, ceux qui sont derrière les machines. Et avec cette nomination, donc là je fais un raccourci, on n'a qu'une heure et demie ensemble, donc je vais assez vite, ont amené un autre système de valeurs qui est basé sur le pouvoir, dans lequel le chef a raison, si le chef a tort, de toute façon, on avait dit qu'il avait raison, et dans lequel le chef a le dernier mot. Et dans lequel également, le chef, évidemment, c'est celui qui est capable de faire n'importe quel boulot de n'importe quel de ses collaborateurs dès qu'il y a besoin. Hein, c'est l'approche Max Weber, l'allemand, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais l'idée, c'est que voilà, le chef est chef parce qu'il est diplômé, parce qu'il s'est remplacé, et parce que de toute façon, c'est lui qui crie le plus fort. Parce que c'est le seul à avoir le droit de crier. Là-dessus arrive un troisième système de valeurs qui lui est amené par ceux qui sont là depuis très longtemps et qui disent « Mais attends, je suis peut-être pas de la famille, j'ai peut-être pas le bon diplôme, mais ça fait 30 ans que je suis là. Donc je suis désolé, mais je pense que c'est l'ancienneté qui doivent primer et pas le diplôme. Hein, le petit con qui sort de la chaussée là, qui va m'expliquer la vie, mais puis quoi encore? Moi ça fait 20 ans que je suis là. » Et donc un autre système de valeurs qui est l'ordre, donc amené par des personnes qui considèrent que chaque chose chacun a son heure, que lorsque vous commencez à travailler dans l'entreprise, en gros, votre description de fonction devrait avoir 2 lignes, parce que vous n'avez que 2 choses à faire. Vous taire et écouter. C'est tout. Et pendant quelques années, c'est tout. Donc c'est bien, vous aurez votre heure, ne vous inquiétez pas, dans quelques années. Le management basé sur l'ordre, vous êtes manager, donc c'est pas n'importe quoi, donc c'est le statut, et votre job c'est de donner le travail et de contrôler qu'il soit fait. Voilà. Grand classique, là on est vraiment dans les classiques, là c'est pour ça que je vais assez vite. Arrive ensuite un quatrième système de valeurs qui lui arrive, on va dire, dans les années 80, 70-80, d'un type qui a souvent fait une école de commerce, c'est à ce moment-là que c'est arrivé, qui va dire non, moi je m'en fiche, je suis désolé, mais celui qui est vraiment important dans l'entreprise, c'est pas celui qui l'a fondé, c'est pas le manager parce qu'il a le bon diplôme, c'est pas le mec qui est là depuis 30 ans, vraiment le type important, c'est celui qui ramène l'argent dans la maison. Donc c'est le commercial. Et avec lui, amener une valeur basée sur le succès, dans laquelle on va commencer à parler de performance, on va commencer à parler de talent. L'intérêt à être un talent. Si vous êtes un vrai talent, vous êtes un haut potentiel, vous allez avoir votre parcours à vous, tout spécial. On va commencer à développer les écoles de commerce, on va commencer à parler de formation tout au long de sa vie pour rester un talent. Voilà, on va commencer à parler de tout ça pour rester à fond. Après, tant pis pour nous, si vous êtes à fond dans la vente de machines à écrire, voilà, au moins vous êtes à fond, même si c'est complètement obsolète, ça peut arriver. Et là, on va parler d'un management, on va dire, j'allais dire à l'américaine. Mais oui, c'est là que ont commencé à arriver les consultants en management, c'est là qu'on a commencé à avoir des modes d'une année à l'autre sur le management, où une année c'est l'authenticité, le lendemain c'est l'empowerment, la fois d'après c'est l'éthique, et puis l'année d'après c'est encore autre chose. Avec chaque fois le bouquin écrit en anglais que quelqu'un a traduit pour venir vous en faire une conférence. Voilà, donc là on a les 4 systèmes de valeurs bien présentes, on va dire que 80% des entreprises en France ont ces 4 systèmes de valeurs. Maintenant il y en a 2 qui commencent à arriver. Un qui est arrivé dans les années 90, qui est un système de valeurs dans lequel d'un seul coup on a des collaboratrices et des collaborateurs qui se sont aperçus que finalement, à bien y réfléchir, je ne suis pas sur Terre pour travailler. Je ne vis pas pour travailler, moi. Je travaille pour vivre. Et que finalement, peut-être que l'entreprise, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen d'autre chose. De voyager, d'avoir des relations, de découvrir, de se challenger, de se former, voilà. Mais plus forcément un lieu de travail dans lequel on va être contrôlé. Un management basé sur l'équilibre, c'est là où on a commencé à parler de choses un peu rigolotes comme la collaboration. Avec Siemens, notamment dans les années 90, où c'était les premiers à mettre le patron au milieu de tout le monde dans un open space, où on ne pouvait plus dire qui était le patron de qui était le standardiste. Où on a commencé doucement à dire oui tiens effectivement il y a peut-être un petit peu de l'émotion aussi dans l'entreprise, il faut peut-être faire attention à ça, avec des formations, on a commencé à parler de quotient émotionnel, on a commencé, voilà, tout ça est parti à ce moment-là. Et enfin, et je pense que c'est un peu pour ça que nous sommes là aujourd'hui, depuis quelques années arrive un autre système de valeurs.
amenés par, effectivement, surtout des jeunes, mais pas que. J'insiste sur le mais pas que, pour ne pas retomber dans le cliché les jeunes de maintenant. Qui commencent à dire, attends maman, il est sympa ton système basé sur l'équilibre, où j'essaie d'avoir un équilibre de vie privée, vie professionnelle, super chouette. Sauf que moi, je ne bosse pas sur un chantier. Moi, je bosse dans un bureau dans lequel on me demande surtout d'utiliser mon cerveau, donc ma capacité à réfléchir, à me projeter dans l'avenir, à remettre en question les choses sur lesquelles je travaille, à collaborer dans des groupes de travail. Enfin, bref, moi, c'est plus une question de on-off par rapport au travail. C'est plutôt une question de phase. C'est plutôt une question de phase dans la vie, dans laquelle aujourd'hui je travaille, j'ai une cravate et puis une chemise bleue et puis je suis là pour faire partie d'une équipe. Mais peut-être que la phase d'après, ce sera de faire un tour du monde pendant 1 an. Peut-être qu'après, ce sera de monter une start-up dans la banlieue de Londres. Peut-être que ce sera de revenir dans la même entreprise, qui va peut-être me reprendre, etc., etc. Donc cette approche-là, dans laquelle on est en train finalement de remettre en question le rôle du manager. Le manager est plus celui qui sait, celui qui dit. Non, le manager est celui qui guide, qui écoute, qui conseille, qui est là peut-être pour donner une direction, et peut-être même pour cadrer. Et dans ce cas, c'est parce que moi je lui demande. Donc cette valeur, que jusqu'à présent j'ai appelée liberté, alors ça a été très compliqué jusqu'à ce que Gates publie son satané bouquin sur l'entreprise libérée, qui est devenu le gros truc à la mode là pendant quelques temps. Mais la valeur liberté, on est en plein dedans et effectivement, elle peut décontenancer. Parce que la valeur liberté, ça veut dire en gros que moi, manager, je ne peux plus rien faire en termes de motivation. Je ne peux plus motiver quelqu'un. Parce que déjà, lui, c'est pas ce qui le motive en face. Et puis ce qui le motive le matin, peut-être plus me motiver l'après-midi. Donc tout ce que je peux faire, c'est le rendre co-responsable de ses actions et des projets avec lesquels on va travailler ensemble. Tout ce que je peux faire, c'est peut-être n'être le manager que sur un sujet, et puis ça va être lui le référent technique sur un sujet particulier, et puis un sujet que cette personne-là en particulier aime. Donc on ne bouge personne là pour le coup. On va parler de délégation, on va parler de confiance, et on va évidemment parler de contrôle. Mais pas le contrôle à l'ancienne, c'est moi le chef qui contrôle. Non, non. C'est je vais faire en sorte que les moyens que chaque collaborateur puisse lui-même contrôler où il en est, dans sa formation, dans son projet, dans tout. On va essayer de lui donner le maximum d'outils pour ça. Donc c'est pas un hasard si cette valeur-là est arrivée en même temps que tout ce qui est outils collaboratifs, avec Internet, avec tout ce qui existe, avec tous les outils avec lesquels on travaille aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu ces outils-là, je pense qu'on, même si elle aurait été naissante, on serait toujours dans le système d'avant. Mais ça n'a fait que l'exacerber, l'accélérer. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, rapidement, on a 4 grandes tendances de comportement qui peuvent nous interroger. Le premier, c'est effectivement cette notion, certains peuvent penser, oui, effectivement, on a de plus en plus de gens qui ne pensent qu'à eux, la me generation, c'est moi, et puis on verra par la suite. Alors que certains managers devraient plutôt se poser la question sur autre chose. Est-ce qu'ils ont un problème avec le fait qu'ils soient uniquement dans leur bulle et qu'ils ne supportent pas l'autorité? Ou est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt un problème avec le choix? Est-ce qu'il n'y a pas des managers qui sont toujours dans c'est moi le manager, donc tu fais ça. Donc tu m'achètes une imprimante HP 6005, parce que j'en ai besoin pour demain, qui serait là vraiment pour le coup dans le pouvoir et l'ordre. Ou est-ce qu'aujourd'hui on ne serait pas plutôt à se poser la question, écoute Léa, là, tu sais quels sont mes besoins par rapport à une imprimante, écoute, achète-moi celle qui correspond le plus à mes attentes et à mes besoins, évidemment dans le budget alloué. Le deuxième, c'est l'interconnexion. Alors, il n'y a plus de virtuel, il n'y a plus de réel, les deux sont mélangés, les deux s'augmentent l'un l'autre. Voilà, donc là-dessus, on va parler évidemment du besoin de feedback qui va bien avec, parce que j'ai besoin du feedback, que vous soyez là ou pas, j'ai besoin d'avoir un système qui me dit où j'en suis. Un peu comme dans un jeu vidéo. Ensuite, on a évidemment l'approche de l'incertitude. Ah oui, effectivement, mais bon, là, pour le coup, on a pas mal de monde qui aujourd'hui sont inquiets par rapport à l'avenir, et ça touche tous les âges. On regarde une étude qui a été faite par le CEVIPOF, je crois, en 2011, qui s'appelait « La jeunesse dans le monde », où ils interviewaient 1000 personnes dans 40 pays, et ils se sont aperçus qu'en fonction des pays, on a certains jeunes qui, là pour le coup, les moins de 35, qui flippent sérieusement. Et enfin, évidemment, on peut aussi leur reprocher leur impatience, avec une génération qui est vraiment basée sur la consommation, dans laquelle, effectivement, moi je veux tout de suite, c'est dans l'immédiateté. Moi, vous n'allez pas me recruter en me demandant en me posant la question d'où tu te vois dans 5 ans. En tout cas, pas ta place.
Voilà. Donc il y a des questions. Non, surtout qu'en plus, c'est prouvé scientifiquement qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de se projeter dans l'avenir plus longtemps qu'il n'a eu d'expérience. Donc quelqu'un qui sort d'un stage de 6 mois, ne demandez pas comment est-ce qu'il se voit dans 5 ans. Ça n'imprime pas. Vous lui parlez de 6 mois, vous lui parlez de 1 an, ça va. Ça, quand il aura fait 1 an d'expérience, vous pourrez lui parler et dans 1 an, dans 2 ans. Mais on ne fait pas un bond dans 5 ans. Parce que là, ça va être assez clivant. Vous allez avoir ceux qui sont vraiment à la recherche d'un emploi, qui ont faim. Et en gros, vous êtes leur dernière chance. Et ça va les rassurer parce que pour le coup, vous vous projetez pour eux. Allez, il me voit dans sa boîte dans 5 ans, pas mal. Alors que ceux qui sont vraiment, qui ont pas mal d'entretien, qui sentent qu'il y a de la demande pour eux, vous allez leur faire peur. Je vous propose de prendre juste 5 minutes pour remplir votre perception des valeurs de votre boîte. Là, je parle de Thales comme une entité unique et globale. Voilà. Comment est-ce que vous percevez ces valeurs? Je vous donne 100%, 100 €, et vous distribuez les pourcentages en fonction des systèmes de valeurs que je vous ai présentés. Un vainqueur qui a mis en premier, avec le plus de pondération, succès. Pour Thales, oui, pour l'entreprise, voilà, c'est l'exercice. Oui, non, pas pour Michelin. Ok. Qui a mis en premier ordre? Ah la vache, d'accord. Ok, très bien. Donc en gros, comme 85%, donc vous pouvez dire que Thales est dans la moyenne. Très bien. Donc on a ces deux-là. Qui a mis équilibre en premier? Très bien. En deuxième. Qui a mis équilibre en deuxième? Ah, quand même quelques-uns. Ok. Alors j'aime bien cet exercice parce que en fait, forcément, chacun c'est la perception de chacun, et en plus ça dépend de votre niveau dans la pyramide. Et donc de votre, on va dire, votre autonomie par rapport à l'organisation. Ça, c'est une chose. Ensuite, autre chose, à votre avis, si je vous avais demandé de remplir la partie sur vous, vos valeurs à vous personnellement, vous auriez mis quoi en premier? Tout le monde l'a fait. Ouais. Tradition. Vous avez oublié votre cravate, bon, c'est dans ce cas-là. Je pense qu'il y a de fortes chances que vous soyez quand même par là, de ce côté-là, personnellement. En fait, ça dépend de votre ancienneté, ça dépend de la taille de votre boîte, ça dépend de vos valeurs, mais en fait, il y a une espèce de règle, comme une règle, qui fait que, pour l'instant, ce que je vois, c'est que plus une entreprise est ancienne et structurée, plus il y a une séparation entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs de ceux qui sont dedans, avec une espèce de séparation ici. Ça commence à bouger doucement, il y a de plus en plus d'entreprises dans lesquelles on retrouve de l'équilibre. Ça, c'est très récent. Voilà. Alors qu'une start-up, vous regardez une jeune entreprise, et bien vous allez voir que les gens qui sont dedans, c'est les valeurs de la boîte. Hein, on est d'accord, hein, c'est pas bisounours, c'est équilibre, liberté, hein, c'est pouvoir, ordre et pognon. On est d'accord. Mais plus l'entreprise est jeune, plus on est en phase. Et ça, c'est un vrai sujet d'alignement entre les valeurs dont vous avez hérité par rapport à l'histoire de votre boîte, par rapport à toute son histoire plus ou moins compliquée, et vos valeurs à vous. Maintenant, il se passe quelque chose d'intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe où moi, manager, qui personnellement ai des valeurs plutôt équilibre, ou plutôt succès, ou plutôt ordre, qui se retrouve face à un collaborateur qui a un autre système de valeurs, parce qu'il n'en connaît pas d'autres. Parce qu'il n'a pas fait encore l'entretien, le passage par l'onboarding, l'intégration, et il n'a pas eu encore le slide en couleur avec l'historique et les valeurs de la boîte qui sont sur le site d'ailleurs, qui n'a pas eu tout ça. Donc, petit exemple. Prenons Julien à gauche. Julien, il a surtout bossé dans une banque, un environnement assez contraignant, dans lequel il vaut mieux savoir utiliser un mémo pour se couvrir. Alors qu'à droite, on a Nathalie qui, elle, était dans une petite PME, dans laquelle c'était vraiment un management plutôt équilibré dans la collaboration. Il fallait que tout le monde soit d'accord, sinon ça n'avance pas. À votre avis, le jour où Nathalie commence à travailler pour Julien, qu'est-ce que Julien va penser de Nathalie ?
célibataire. Est-ce qu'elle est célibataire? D'accord. Ok, alors plutôt professionnellement quand même. Qu'est-ce que Julien va penser du style de management de Nathalie? Pardon? Laxiste. Ah oui, si tout le monde doit être d'accord, ça avance pas. On est bien d'accord, mais attends, le chef il est là pour une raison, hein, c'est pour le tambour et pour donner la direction et taper du poing sur la table pour mettre tout le monde d'accord. Voilà, donc effectivement, il va trouver ça un petit peu mou, ça avance pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le contraire arrive? Si d'un seul coup, c'est Nathalie la patronne et qu'arrive ce blanc-bec prétentieux, arrogant. Là, vous voyez plutôt le côté banque que le côté valeur sur l'ordre. C'est un peu perdu. Obtus, exactement. Bon, j'ai mis un petit peu plus... J'étais un petit peu plus soft, un peu moins dans le cliché. Ouais, gros psychorigide. Bah oui, là, pour le coup, il a besoin qu'on lui dise quoi faire. Parce qu'il a été élevé comme ça. Et là, d'un seul coup, c'est plus une question de jeune ou de vieux, c'est une question de c'était quoi ton expérience avant. Et là, c'est plutôt une différence entre ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas votre boîte, et puis des managers qui sont dans la boîte depuis plus longtemps, qui ont grandi en même temps que les valeurs de la boîte se transformaient, et qui sont à un moment T, avec tout l'historique sur leurs épaules. Voilà. Et donc là, pour le coup, on sort des âges, peu importe l'âge, parce que là, pour le coup, c'est pas écrit sur votre visage. Je vois à peu près ici, là, ceux qui ont plus de 40 ans, ceux qui ont moins de 30 ans, il n'y en a pas, ok. Voilà. Ah. Par contre, ceux qui sont plutôt dans l'ordre, plutôt dans le succès, vu qu'en plus vous n'avez pas vos cravates, là c'est plus compliqué. Maintenant, si on regarde plus dans le détail, si on rentre un peu dans le détail par rapport à ces 6 éléments, parce que c'est bien, en gros, je vous ai expliqué que le système à 4 inconnus, là, baby boomer, X, Y, Z, c'était de la merde. Ok. Et là, je vous vends un autre système où il y a deux cases de plus. Il y a encore des cases. Donc ça, je vous renferme encore dans un système. Donc on va essayer de sortir de ça. Et pour ça, je vous propose tout simplement de regarder l'ADN de toutes ces valeurs, de ces 6 valeurs. Elles sont toutes faites de la même façon. Dedans, vous allez déjà trouver le rapport à l'autorité. Alors forcément, rapport à l'autorité, si vous êtes plutôt dans l'ordre, pouvoir et puis tradition, c'est simple. Le chef, c'est le chef. Respect. Hein, sa photo sur le mur, respect, c'est le chef. Donc là, vous êtes plutôt pour lui obéir, il vous dit de vous jeter par la fenêtre, c'est en avant. Vous montrez votre engagement, vous jetez par la fenêtre. À droite, non, là, vous ne travaillez pas pour quelqu'un. Vous travaillez avec quelqu'un qui est là pour vous aider à trouver votre place, vous challenger dans le bien de l'entreprise. Donc ça va être quelqu'un qui n'est plus un manager. Manager, le terme manager commence à devenir un peu un gros mot. C'est un peu le gros loser. Okay. Non, ça va être quelqu'un qui va même être là peut-être pour être à l'épaule pour pleurer. Parce que ça ne va pas à la maison. C'est possible. C'est 2017. Le second, donc un petit exemple, voilà, par exemple Danone, vu et revu, le fameux reverse mentoring. Ils ont demandé à des salariés de moins de 30 ans, de plus de 18 mois de CDI, de se porter volontaire pour être formateur sur ces 3 modules d'une journée sur Internet. Et ensuite, une fois qu'ils ont identifié, ils ont demandé à toute la boîte à travers le monde qui veut se former à ces trucs-là. Donc ça commence à dater un peu, hein, parce que la NetVibes, voilà. Qui veut se former à ces trucs-là, et ben, on s'est aperçu d'un seul coup que ceux qui voulaient se former avaient plus de 40 ans. Et donc c'est la première fois, en tout cas à ce niveau-là, que l'on avait des formateurs qui étaient plus jeunes que les stagiaires. Et on est bien d'accord, hein. C'est pas sur le sens de la vie, sur du coaching, etc. Parce que là, on en voit arriver en ce moment là, des coachs de 25-30 ans. On en voit arriver des flopés. Là, non, pour moi, c'est un peu du n'importe quoi. Mais voilà l'idée. Ensuite, on a le rapport au temps. Le bon vieux rapport au temps, bah, c'est simple. Tradition, pouvoir. Les gars, vous êtes là jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, c'est même pas une question que vous puissiez penser à un moment partir. Tellement c'est bien ici, tellement bien, c'est bien chez nous, dans notre famille. Alors que le court terme, je vous en parlais tout à l'heure, ben non, je suis désolé, moi je suis pas là pour une carrière, je suis là pour une expérience. Je suis là parce que j'ai vu que chez vous, vous étiez super calé par rapport à telle ou telle compétence et que ça va me permettre, vous voyez un peu l'idée, c'est un peu le côté Rank Xerox des années 80. On est là parce que c'est une bonne école. Ensuite, un petit exemple, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus.
J'ai de plus en plus de clients sur ce truc-là, c'est assez rigolo. C'est de faire des formations au management, sauf que là, c'est pas que des managers, c'est le manager avec son équipe. Et on forme tout le monde au management. Juste pour ralentir certains qui pensent qu'ils peuvent être chefs en 2 semaines. Non, j'exagère, en 6 mois. Parce que finalement, ça n'a pas l'air compliqué d'être chef. Donc là, c'est juste on remet tout le monde à sa place et on va bien. Et donc, il y a ceux qui sont d'un seul coup qui disent « Oh là, c'est ça le chef !» Donc finalement, c'est peut-être pas assez bien payé. Il y a ceux qui disent « Non, ben, ça m'intéresse, ça a l'air extraordinaire. C'est d'abord du contact humain, de la relation, etc. Non, je veux faire ça. Comment je fais ?» Hop, plan de formation. Et puis surtout, ça évite de... Alors là, j'ai quand même pris des entreprises assez marquées, notamment l'une des deux, dans laquelle il y avait également des bruits de couloir sur qu'est-ce qu'il se passe quand tous les managers disparaissent en même temps pendant une journée. De quoi ils parlent? Peut-être des techniques d'hypnose, de manipulation? On ne sait pas. Voilà, le troisième, c'est le rapport à l'émotion. Donc celui-là, alors là, celui-là, c'est un peu à cause de ça que je parle aujourd'hui de cette histoire, que c'est même pas mon métier d'émission. Premier client sur ce sujet-là. J'avais un petit blog, j'expliquais un petit peu mes aventures avec mes petits jeunes, etc. en Australie. Premier client, c'est le Club Med. Et donc en gros, ils sont retrouvés dedans avec vraiment la différence entre je considère à gauche que l'émotion c'est pas pro, l'émotion c'est pour la maison et puis point barre. Avec ceux qui considèrent que mais non, l'émotion, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas sur le lieu de travail, il n'y a pas de raison. Et donc si ça ne va pas sur le lieu de travail, j'en parle à mon collègue, à mon chef, à mon client. Pas forcément dans cet ordre-là. En tout cas, j'en parle. Enfin, le rapport à l'incertitude. D'un côté, vous avez ceux qui travaillent en gros pour une sécurité, pour un parcours et une carrière, alors qu'à droite, liberté, mais non, je bosse pour me découvrir moi-même, me challenger, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, et puis quand ça me saoule, ça me saoule. Et je vais faire autre chose. Peut-être que pas pour toujours, hein. Attention, peut-être que je vais partir pendant 2 ans et revenir ici. En tout cas, je vais partir. Voilà, donc ça, juste exemple vu et revu, c'est la fête de la défaite chez Intuit, où pour mettre en avant le côté un petit peu risque, et en tout cas pour arrêter que les gens camouflent les erreurs qu'ils font sous les tapis, on fait la fête de la défaite dans laquelle ça commence par les dirigeants qui expliquent les erreurs qu'ils ont faites pendant l'année écoulée. Et après, chacun a un micro et peut échanger. J'ai pas vu encore une entreprise française qui faisait ça. L'idée, c'était pas de mettre en avant, on est d'accord, hein, même si aujourd'hui, ça c'est toujours le problème avec la France, ils sont bloqués sur des trucs pendant des années, et d'un seul coup, il y a un truc qui passe, et là, on passe de l'autre côté. Là, on a beaucoup de problèmes avec l'échec, et là, depuis peu, maintenant, grâce notamment à ce qui se passe en start-up, d'un seul coup, on est décomplexé sur l'échec, et il y a même des soirées organisées dans des bars à Paris où on parle de ces échecs. Là, c'est du grand n'importe quoi. Là, l'idée qu'il y a derrière, c'est simplement de montrer, vous pouvez échouer, vous avez le droit, vous ne serez pas viré pour ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Parce que vous êtes un talent et on a suffisamment investi sur vous, donc on va encore attendre un peu. Mais on vous a dans le coin de l'œil, exactement.